vient d'un pays qui borde l'Atlantique, la Guinée. C'est un très beau pays pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Afrique de l'Ouest. Nous avons 4 régions naturelles, chacune des régions a une spécificité d'une région africaine, ce qui fait que la Guinée c'est plus ou moins une bonne symbiose de l'Afrique. Nous avons une flore très très variée avec près de plus de 3000 espèces, donc soit environ 1% de la biodiversité africaine. Avec la particularité, chaque région a son microclimat et donc notre flore représente plus ou moins une symbiose également donc de l'Afrique. Comme les pays à ressources limitées, la médecine traditionnelle reste encore le premier recours aux soins, c'est 70% en milieu rural. Et même en milieu urbain, c'est environ 50% de la population parce que nous y recourons beaucoup plus pour des raisons socio-culturelles et de moins en moins pour des raisons économiques puisque le pouvoir d'achat est là, mais nous préférons toujours aller vers cette médecine traditionnelle. Pour ce qui est du cas de la Guinée, depuis l'indépendance, on s'est toujours intéressé à la valorisation donc, de cette médecine traditionnelle, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de centres de recherche. Et depuis quelques années, nous avons un institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée qui a pour vocation de promouvoir un usage rationnel donc, de la pharmacopée et des médecines et des ressources issues de la médecine traditionnelle. Et dans cette promotion, nous essayons de faire des évaluations ethnothérapeutiques afin d'apporter l'évidence scientifique de ces usages traditionnels. Donc, au niveau de cet institut, nous avons des différents programmes de recherche, mais qui portent surtout aux problèmes de santé également du pays. Donc nous avons un programme qui s'intéresse à l'hypertension, au diabète, au paludisme, chaque pathologie. Donc on a des équipes qui sont développées et qui s'orientent vers cela. Et la démarche, on s'appuie surtout sur des études ethnomédicales et ethnopharmacologiques, parce que nous nous appuyons sur la médecine traditionnelle, c'est donc notre cœur de métier. Nous faisons également des travaux de laboratoire en collaboration avec beaucoup d'universités européennes et nous axons nos efforts sur ce que nous avons essayé de développer, c'est l'évaluation ethnothérapeutique. Donc c'est des évaluations de recettes dans les conditions du tradithérapeute. Parce que comme l'OMS le dit, une recette utilisée pendant des dizaines d'années au sein d'une communauté, elle est supposée être non toxique, donc nous apportons auprès du guérisseur, nous vérifions en fonction de l'activité qu'il fait, nous apportons la biologie et tout pour un jugement. Dans le cadre des collaborations, nous avons, puisque l'Institut n'a pas vocation à valoriser, donc on a créé une spin-off qui s'appelle AMB Pharma pour valoriser nos résultats de recherche. Et AMB Pharma collabore donc avec le laboratoire Michel Eden pour tout ce qui est façonnage de galénique. Donc nous réalisons des productions pilotes au niveau donc de AMB Pharma et avons une certaine expertise dans la réalisation d'essais cliniques et de la pharmacovigilance. Quelques exemples donc des formes galéniques que nous proposons, aussi bien sous forme solide, donc les microsphères qui sont développées par le groupe de Michel Eden, mais nous avons également la possibilité de faire des infusettes, donc des formes traditionnelles améliorées, des formes liquides. Et cette diversité touche aussi bien le paludisme, l'hypertension, le diabète, le VIH que les helminthiases. Là, c'est des pathologies où aujourd'hui nous avons des produits sur place que nous essayons de valoriser auprès des populations. Et maintenant, on va arriver sur une des thématiques qui nous intéresse actuellement, c'est le VIH-Sida. Et où nous avons mené des démarches avec une plante qui est qui nous donne de grands espoirs dans un avenir très proche. Comme vous le savez, on s'est fixé à l'horizon 2020 les 90-90, ça veut dire que 90% des personnes diagnostiquées VIH, 90% en traitement et 90% charge virale indétectable. Malheureusement, 2020 est arrivé. Si je n'en juge pas par le truc, mais d'une manière générale, cet objectif n'est pas atteint. Donc les besoins de continuer à s'investiguer sont là. En Afrique subsaharienne, donc la prévalence reste encore très élevée. En ce qui concerne la Guinée, elle reste entre 1,2 et 1,5%. Mais seulement un quart des personnes vivant avec le VIH
en Guinée ont accès aux ARV et là également nous faisons face de temps à autre à des ruptures en termes de stock, donc à un risque d'interrompre le traitement et d'inefficacité donc pour le patient. Donc c'est vous dire, tout cela réuni dans un environnement où les gens recourent à la médecine traditionnelle. Donc nous, scientifiques, on avait vocation à aller voir qu'est-ce qu'il y avait à ce niveau à faire. Ce qui fait que nous avons mené 37 expéditions à travers le pays pour couvrir 385 villages, 27 préfectures sur les 38 que la Guinée compte, 418 tradithérapeutes, 197 plantes récoltées et identifiées que nous avons regroupées dans quelques familles. Mais ce qui était surtout le plus important et qui a été le premier enseignement que nous avons tiré, c'est-à-dire qu'au début, quand nous sommes arrivés dans les villages, on a mené des enquêtes, tout le monde traitait VIH. Mais beaucoup confondaient le VIH aux pathologies opportunistes qui y étaient, ce qui fait qu'au bout de l'enquête, nous avons mené des séries de formations pour les tradithérapeutes. Et sur les 120 tradithérapeutes formés, au finish, seulement 9 ont admis qu'ils traitaient le VIH. Les autres ont dit non, sur la base de ce qu'on a reçu là, on ne traite pas. C'est pas possible. Les 9 sont restés catégoriques en disant qu'eux, ils le traitent. Et donc, nous avons décidé d'aller voir les recettes de ces 9-là pour savoir qu'est-ce qu'il fallait en faire. Donc, nous avons testé 9 recettes, 4 à 7 mois de traitement. Sur les 9 recettes, nous avons une recette chez laquelle nous avons noté l'augmentation du taux de CD4. Le CD4, pour vous savez, c'est ce qui représente l'immunité, l'état d'immunité du malade. Avec quelques effets indésirables, notamment on notait des vomissements et des diarrhées. Par contre, pour les 8, on n'avait pas une amélioration du taux de CD4, mais plutôt une baisse, ce qui laisse supposer que c'était probablement des recettes qui traitaient les infections opportunistes, mais pas sur le virus lui-même. Donc avec des effets indésirables modérés. Donc de là, nous avons donc cherché à vérifier toujours en laboratoire, dans le cadre des collaborations, à faire un screening biologique. Nous avons fait, donc comme c'est des antimicrobiens, on l'a testé sur différentes sortes d'antimicrobiens, aussi bien des bactéries que des virus, ainsi que des champignons. Là donc c'est un peu, au total c'était 159 extraits de plantes qui ont été testés. Et pour tout cela, nous sommes donc intéressés à la recette à base d'Anthosteuma sénégalisé, une cordiacée. Et Anthosteuma sénégalisé était donc également la plante qui constituait la recette où on avait observé une augmentation du taux de CD4. Comme antimicrobien, il a été donc testé sur des protozoaires, sur Trypanosoma cruzi, qui est une maladie tropicale négligée, on avait un très très bon impact. Sur les autres, pas assez, mais par contre, si vous avez remarqué, sur le VIH, sur une souche du VIH qui est le 3VO2, donc c'est une souche qui est supposée induire le sida, parce que ce n'est pas toutes les souches du VIH qui induisent le sida, là c'était une souche qui induit le sida. Nous avons donc un IC50 qui était entre 0,250 et 0,05 microgrammes par ml. Or, en évaluation ethnothérapeutique, on avait observé une amélioration des taux de C4. Donc l'effet que nous avons observé en évaluation ethnothérapeutique se confirmait par les données en laboratoire. Nous les avons testés sur d'autres virus, notamment le cytomégalovirus et sur le virus de la varicelle hemizonale, mais là les résultats n'étaient pas très terribles. Et donc on a voulu pousser un peu plus loin pour aller voir en termes de phytochimie qu'est-ce qu'on avait là-dedans, qu'est-ce qui pourrait donc justifier cette activité. Toute une série de molécules ont été isolées, donc notamment des terpénoïdes, des triterpénoïdes, des esters de l'acide férulique et quelques molécules de type macrolyse. Et pour le moment, on est en train de chercher à identifier, qui ne sont pas encore identifiés, mais qui probablement pourraient être de nouvelles molécules. Et donc, en termes de formulation galénique sur cette recette, nous avons essayé donc de développer les microsphères et des gélules, des infusets. Et pour ceux qui ont eu la chance de passer voir le stand des savons de Michel Eden, on a dû distribuer des savons d'Anthosville. Donc, c'est un savon dans lequel on a rajouté des extraits d'Anthostema et pour lesquels on a une certaine activité sur
qui a été testé par l'Institut Pasteur et qui donnait des résultats sur le virus du SARS-CoV-2, donc il peut être utilisé comme antiseptique dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2. Nous avons également des formes liquides qui ont été développées au niveau pays. Et donc l'évaluation thérapeutique sur le VIH a été menée sur quelques patients, pas très énormes, mais sur des hommes qui avaient 32 ans. Le traitement a duré entre 4 et 12 semaines, tenant compte donc, de ce qu'on avait. Amélioration des taux de CD4, une moyenne 145, donc taux de CD4 très très bas, on s'était normalisé pour se retrouver à 330 taux de CD4. Par contre, la charge virale, elle avait nettement baissé de 2 millions et quelques, on était à 159 copies par millilitre, ce qui n'est pas négligeable pour la durée du traitement, parce que l'objectif, c'est arrivé à un seuil où on était indétectable. Dans le domaine, avec la survenue du Covid, avec le repositionnement moléculaire, donc nous avons essayé de repositionner Anthostema en association avec d'autres plantes. Nous avons donc mené des essais cliniques avec 2 phytomédicaments. Ces essais ont été enregistrés à l'international.